Marion Van Rentergem, bonjour. Vous êtes grand Bonjour. reporter. Vous avez été au Monde pendant 30 ans, donc une période tout à fait considérable. Vous avez été lauréate de prix très prestigieux qui montrent la reconnaissance de vos pairs et de la profession en général vis-à-vis de votre engagement. Vous avez donc eu le prix Albert Londres, qui est très très prestigieux, et également le prix Louise Weiss, qui est une façon aussi de souligner votre engagement européen. Vous avez fait une série d'articles sur Angela Merkel, si je ne m'abuse. Alors justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'autant que vous connaissez bien le Royaume-Uni. On voudrait parler de l'Europe et plus particulièrement du Royaume-Uni et du Brexit et de ses suites, c'est-à-dire d'abord de l'accord commercial que l'Union européenne essaye difficilement de signer avec le Royaume-Uni. Alors, je voudrais partir sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Où en est-on de ce très long épisode, puisque ça fait 2 ans que ça dure, d'accord commercial. Il vient d'avoir un Conseil européen, on a vu des conclusions qui étaient très très claires, à savoir qu'il ne se passe rien pour l'instant. Donc je vous cède la parole et j'aimerais savoir quels sont les principaux points d'achoppement qui demeurent encore dans le cadre de cette négociation. Ce qu'il faut peut-être rappeler en préalable, parce que c'est difficile à comprendre, c'est qu'on est dans un accord post-Brexit. Le Brexit a eu lieu. Il a été décidé par référendum en 2016, et puis après, il y a eu pendant 3 ans et demi, a été négocié laborieusement, plusieurs fois retoqué au Parlement britannique, un accord de divorce qui fixait en fait donc les conditions du divorce. C'était pas facile pour des pays qui étaient liés et complètement imbriqués, aux économies totalement imbriquées depuis au moins 45 ans. Et maintenant, on est dans une période de transition jusqu'à la date limite qui a été fixée par Boris Johnson au 31 décembre 2020. Et il faut utiliser cette période de transition pour déterminer la relation future, c'est-à-dire, au fond, décider des relations commerciales que nous aurons, décider d'un accord ou non de libre-échange, et c'est tout l'enjeu de ce deal, no deal en ce moment, maintenant que le Brexit a été acté et qu'il n'est pas encore effectif, d'essayer de voir quel type de relation nous, Européens, allons entretenir avec le Royaume-Uni. Donc, ce qui est en train de bloquer, en fait, depuis le Conseil européen qui n'a pas donné grand-chose cette semaine, ce sont 3 points. C'est d'abord la question de la pêche, parce que les Européens, certains pays, en tout cas, ont des pêcheurs qui pêchent largement dans les eaux maritimes britanniques, ce dont évidemment les Britanniques et la France en particulier, mais aussi l'Espagne, aussi une partie de l'Allemagne, les pays du Nord. Ce dont évidemment les Britanniques ne veulent pas entendre parler. Et le pêcheur est un point de fixation parce que eux, ça fait partie de l'indépendance, du symbole d'indépendance qu'ils voulaient recouvrer. Et pour les Européens, c'est difficile de l'accepter. Donc ça, c'est une des monnaies d'échange. La deuxième question, c'est ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire une sorte de règle de bonne entente et de concurrence équitable qu'on peut exiger d'un voisin très proche et extrêmement proche dans tous les sens du terme, économiquement, géographiquement, affectivement aussi, qu'est la Grande-Bretagne par rapport à l'Union européenne. Et donc ça, les Britanniques ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils voudraient justement pouvoir pratiquer des règles de dumping, des aides d'État, notamment à certaines entreprises, qui brouilleraient enfin, faire du dumping à partir d'une concurrence, d'une réglementation plus libre. Et ça, les Européens ne peuvent pas l'accepter dans la mesure où ça fausserait les règles de concurrence de leur marché. Et la troisième question, c'est la question de la gouvernance. Les Britanniques ont voulu se débarrasser de la Cour de justice européenne, c'est-à-dire d'une autorité supérieure pour régler leurs différends. Et les Européens exigent qu'en cas de conflit entre les pays dans des accords commerciaux, dans des conflits d'ordre commercial, il y ait une forme de gouvernance qui puisse régler les différends. Mais en fait, donc ces 3 questions sont extrêmement importantes et elles sont vraiment les lignes rouges un peu de chaque partie. Donc c'est pour ça que ça bloque, c'est que personne ne peut céder sur aucune des 3. Mais il faut voir que ce ne sont pas des détails, mais c'est plus largement
ce qui bloque, c'est une conception fondamentalement, une vision différente de ce que c'est que le marché unique. Et c'est un peu la mauvaise foi des Britanniques, malgré tout, parce que ce sont largement les Britanniques qui ont construit ce marché unique. Ils y ont très largement contribué et ils étaient extrêmement soucieux que les règles soient observées. Et c'est aussi intéressant de voir que les Britanniques, qui sont les grands inventeurs des jeux de balles et de ballons, c'est quand même eux qui ont inventé la plupart des jeux qui nous intéressent tous, hein, le tennis, le rugby, le football, ce sont des inventions britanniques et les règles sont des inventions britanniques. Et on n'imagine pas les Britanniques au milieu d'un match de football considérer qu'on peut jouer avec les mains ou au milieu d'un set de tennis, dire qu'on a le droit de servir 3 fois au lieu de 2. Donc c'est extraordinaire de voir que ceux qui sont les inventeurs des jeux réglés et qui sont largement les co-inventeurs de ce grand marché unique européen auquel ils ont énormément tenu, sont maintenant ceux qui veulent en bénéficier tout en violant allègrement toutes les règles de ce marché. Et sans règles du jeu, il n'y a pas de jeu, et sans règles du marché, il n'y a pas de marché. C'est ce qui fait la force du marché unique, c'est qu'il repose sur des contraintes, sur des règles, sur des réglementations communes, et on ne peut pas y faire entrave. Absolument. Le marché intérieur, c'est là que ça coince complètement. 2 choses simplement, Marion. La question irlandaise, selon vous, elle a réussi à être réglée. Et la deuxième, relative au passeport financier, parce que beaucoup craignent le fait que le Royaume-Uni parvienne à contourner de toute façon la question en installant en fait une partie de leur banque, leurs services financiers dans des pays de l'Union européenne, même après le départ définitif du Royaume-Uni. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce propos? Surtout sur l'Irlande, parce que l'Irlande, en fait, on l'avait oubliée. Et l'Irlande, c'est la métaphore, c'est le symptôme fondamental qui fait que le Brexit était une fausse promesse, c'était quelque chose de totalement irréalisable. Et c'est symbolisé par cette Irlande, cette question irlandaise. Il y a l'Irlande du Nord qui fait partie donc du Royaume-Uni, qui fait partie aussi d'une même île sur laquelle se trouve la République d'Irlande. Comme on sait, il y a une guerre civile qui a opposé l'Irlande du Nord à la République d'Irlande pendant près de 30 ans, qui a fait des milliers de morts, qui traumatise encore des Britanniques et des Irlandais. Et il était entendu que pour rien au monde, on ne voudrait retracer cette frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et lui redonner une réalité phisique. Oui. Oui, physique, absolument, et donc avec des passages de douane. Et il est évident que ce qui a permis ce qu'on appelle le Good Friday Agreement, enfin cet accord qui a mis fin à la guerre civile en Irlande, ça n'a été rendu possible que grâce à l'Union européenne et grâce au fait que et l'Irlande, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, donc le Royaume-Uni, tout d'un coup se mettaient à appartenir à une même entité. Exactement. Qui fait que la frontière pouvait disparaître. Exactement. Donc le fait de nouveau séparer le Royaume-Uni de la République d'Irlande crée de fait une frontière et fait de l'Irlande du Nord l'entrée dans le Royaume-Uni l'entrée et la sortie du marché unique. Donc ça crée une multitude mais absolument infinie de problèmes insolubles, de contradictions internes et intrinsèques auxquelles les Brexiteurs n'avaient nullement pensé. Et je dois dire, les anti-Brexiteurs non plus, parce que c'est une question qui aurait dû être soulevée depuis le début dans la campagne avant le référendum, qui était le point d'achoppement, à mon avis, insoluble. C'était une question à la fois physique, métaphysique, philosophique, géopolitique, insoluble. Et si les anti-Brexiteurs avaient été un peu plus malins, ils auraient mis l'accent là-dessus. Mais les Brexiteurs ont été infiniment plus ingénieux dans leur campagne pour remporter le référendum que les Remainers. À moins que certains n'y aient pensé et étaient suffisamment cyniques pour ne pas évoquer la chose. Parce qu'il y a... En tout cas, les Brexiteurs ont été suffisamment cyniques pour le mettre sous le tapis et les Remainers n'ont pas mis suffisamment l'accent dessus. Alors justement, je voudrais qu'on se concentre sur la question de la méthode. Je pense qu'elle est importante.
On a regardé ça comme un épisode de Netflix pendant des mois assez longs. D'ailleurs, je pense qu'une grande partie de l'opinion désormais s'est désintéressée de la chose parce que ça n'en finit pas, cette histoire de négociation. Je voudrais vous entendre sur le jugement qui est le vôtre sur les types, on va dire les méthodes de négociation qui sont celles retenues par l'Union européenne d'un côté et par les Britanniques de l'autre, en se concentrant en particulier évidemment sur celle des Britanniques, puisque le sentiment que beaucoup ont, c'est celui de se dire qu'en réalité, c'est une espèce de façade et qu'en réalité, il n'y a pas une véritable volonté de signer un accord du point de vue britannique. Alors, qu'en pensez-vous? D'abord, les stratégies sont assez claires des deux côtés. C'est que d'un côté, il y a les attaquants et d'autre côté, il y a les défenseurs. Parce que nous n'avons rien demandé. Quand je dis nous, c'est l'Union européenne, n'a pas demandé le divorce. Elle en est d'ailleurs malheureuse. Elle aurait voulu que le Royaume-Uni fasse partie intégrante de cette union, que tout le monde reconnaît comment dire, le talent des Britanniques. C'est quand même la deuxième économie de l'Union européenne. C'est une immense diplomatie. C'est un peuple inventif qui ont des industries tout à fait ingénieuses, etc. Donc, de moins en moins. Malgré tout, ils en ont plus que nous, Français. En tout cas, c'est une grande perte et nous n'étions pas demandeurs de ce divorce. Donc, dans la mesure où ce sont eux les demandeurs, ce sont eux les attaquants. Et nous sommes en défense, mais ce qu'ils n'ont pas compris fondamentalement, on revient à cette idée du marché unique, c'est que d'abord, ils ont cru qu'ils pouvaient bénéficier du beurre et de l'argent du beurre, c'est-à-dire bénéficier du marché unique tout en étant totalement dégagés de toutes les règles du marché unique. Ça revient à ce que je disais sur les règles du tennis et du football. Ils ont d'abord essayé de diviser les Européens. Ils n'ont pas eu des méthodes très fair-play depuis le début des négociations, il faut bien le dire. La dernière voyouterie en date étant quand même le fait que Boris Johnson a sorti de son chapeau un projet de loi sur le marché intérieur récemment, alors qu'on était dans la négociation de ce deuxième accord dont je parlais, un projet de loi dont certains points remettent en cause le premier accord qui a été négocié, signé et que lui-même avait brandi comme une victoire absolue au point de se faire élire Premier ministre là-dessus. Donc, ce projet de loi remet en cause notamment des points concernant cette fameuse question de la frontière irlandaise. Donc, c'est un coup de voyou, c'est une violation expressive et explicite du droit international qui a suscité un tollé et une indignation générale jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique. C'est Joe Biden qui a fait un tweet ravageur pour dénoncer ces manières. Et tous les Européens en sont restés sidérés. Et à mon avis, ils ont très, très mal joué parce qu'ils ont, pour quelqu'un un pays qui veut jouer le Global Britain et jouer la grande puissance à lui tout seul dans le monde et dans le grand match des grandes puissances internationales, c'est un peu étrange de montrer à quel point sa réputation est peu crédible et qu'un pays qui signe un accord est capable d'y revenir peu de temps après, au moment où il a été signé. Ça ne donne pas une idée de la fiabilité britannique extrêmement rassurante. Pacta sunt servanda. Normalement, il devra respecter effectivement les engagements pris. C'est ça. Donc, ils n'ont pas été très fair-play. Et puis, ils ont aussi par ailleurs essayé de diviser l'Union européenne en se disant, de toute façon, ils nous ont un peu pris de haut. Donc, ils sont allés, ils ont envoyé, ça avait commencé déjà sous Theresa May, ils ont envoyé des tas de ministres aller voir, mine de rien, comme ça, les chefs d'État et de gouvernement des pays en disant, mais on pourrait peut-être s'entendre, etc. Et ils se sont heurtés à un mur. Ils se sont aussi heurtés au mur qui était Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, qui a joué une carte qui a fait jurisprudence parce qu'elle était totalement, bizarrement, elle n'avait pas été vraiment employée jamais dans les institutions européennes, c'est celle de la transparence. Parce que ça s'est toujours un peu fait en coulisses dans l'Union européenne, puis la France et l'Allemagne s'entendent, et puis après on propose aux autres, etc. Et là, à mon avis, Michel Barnier a été... il a joué la loyauté absolue et la transparence absolue avec tout le monde, non seulement avec les chefs d'État et de gouvernement, mais avec les parlements nationaux,
avec les parlementaires, avec les représentants des pays, etc., par visioconférence, en physique, en direct, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, etc. Il est allé lui-même et s'est énormément déplacé dans tous les pays d'Europe pour voir les personnes en tête-à-tête. Il a organisé des réunions avec les parlementaires de tous les pays, de tous les parlements nationaux en visioconférence, avec les chefs d'État et de gouvernement de manière régulière, etc. Si bien qu'une confiance absolue s'est créée entre les Européens. Ils ont eu le sentiment d'être, même des tout petits pays aux plus grands, d'être systématiquement mis à contribution, écoutés, entendus, d'observer une ligne de front commune. Et même Viktor Orban, même des gens qui sont parfois un peu en marge de l'Union européenne, se sont totalement soudés autour de Michel Barnier. Je dois dire que en lui faisant totalement confiance. Et ce qui d'ailleurs donne une idée un peu des fake news qui ont pu circuler dans la presse europhobe britannique, où on voyait systématiquement des tentatives de dénigrement du négociateur en chef européen, en disant oui, il est en train de se faire virer, il est mal vu par Merkel, etc. Tout ça était des fuites organisées par le gouvernement britannique, totalement fausses. Et donc, ils se sont heurtés à ce mur auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Et surtout, ils n'ont absolument pas compris que justement, ce marché unique qu'ils ont paradoxalement contribué à façonner était un bien inestimable pour les Européens. Ils n'ont pas compris que c'était un levier d'influence et qu'on peut dire plein de choses, on peut reprocher plein de choses à cette Union européenne, il y a plein de choses qui sont à améliorer, qui ne fonctionnent pas bien, mais s'il y a une chose qui a été extrêmement bien réussie depuis 70 ans, je ne sais plus combien, depuis 57, je vous laisse calculer, depuis le traité de Rome, c'est ce marché commun qui fait, qui est l'atout majeur de cette union de 450 millions d'habitants, et qui fait que des gens comme des grandes puissances comme la Chine, comme les États-Unis, comme la Russie, comme l'Inde, sont respectueux de l'Union européenne et ne font pas n'importe quoi. Et que quand elle négocie des accords de libre-échange avec ces pays, l'Union européenne a infiniment plus de force qu'un pays, qu'une puissance médium, moyenne, comme le Royaume-Uni isolé, et comme certains frexiteurs voudraient nous faire croire que la France, la grande France puissante, serait bien sans l'Europe, mais elle ne serait rien sans l'Europe, et elle serait totalement, son identité justement et sa souveraineté auquel nous tenons tous serait totalement bouffée et noyée si elle n'était pas partie prenante de cette force que représente l'Union européenne ensemble. Donc, ce qui est intéressant avec les Britanniques, c'est qu'ils sont en situation d'infériorité. Ce sont à la fois les attaquants, ils sont en situation d'infériorité parce qu'ils sont moins nombreux que nous ne le sommes, parce qu'ils ont plus besoin de l'Union européenne que nous n'avons besoin d'eux, même si nous avons beaucoup besoin d'eux. Je ne vais pas nier le fait. Mais il faut savoir qu'il y a 47% des produits britanniques qui sont exportés vers l'Union européenne et il y a 7% des produits de l'Union européenne qui sont exportés vers le Royaume-Uni. Donc le rapport de force n'est pas le même. Donc ils sont en situation d'infériorité et malgré tout, ils ont un sentiment de supériorité absolument monumental et c'est ce sentiment de supériorité qui a d'ailleurs présidé et dont les Brexiteurs se sont servis pour gagner la campagne du référendum avec l'idée nous sommes une grande nation, Global Britain, take back control, l'exceptionnalisme britannique, nous avons gagné la guerre, nous avons vaincu Hitler, nous n'avons jamais été occupés, nous avons rendu service à l'Europe, nous les avons sauvés, etc., du nazisme, et nous sommes les plus grands et les plus forts. Eh bien non. Et c'est ça qui fait que le Brexit, les stratégies sont différentes et que cet accord, c'était écrit que ça ne pouvait pas marcher, que tout est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? Parce que le Brexit est né sur un mensonge monumental. Il est né sur le mensonge que on pouvait, ce que Boris Johnson et les autres et les Farage et compagnie ont vendu, c'est nous allons être indépendants, nous allons être libres, c'est magnifique, on est
libre, on n'aura plus cette espèce d'épouvantable dictature proche. Vassalisation, c'est le terme qu'ils utilisaient. Troisième Reich, oui, la vassalisation. Ils osent parfois même, enfin, quand on pense que même Boris Johnson, ex-ministre des Affaires étrangères, a osé comparer l'Union européenne au Troisième Reich ou à la dictature ou à l'Union soviétique. Enfin, c'est quand même un peu différent. L'Union soviétique, qui était une emprise sur différentes nations, alors que l'Union européenne est une volonté de différentes nations à se mettre ensemble pour fonder un club. Ce n'est pas vraiment la même philosophie. Enfin bon. Mais surtout, ce qui n'était pas réalisable, c'est qu'il a vendu que donc, cette liberté se ferait, encore une fois, avec le beurre et l'argent du beurre. Eux, ils disent avoir le gâteau et have the cake and eat it. Donc, avoir le gâteau après l'avoir mangé. Et il a dit, donc on sera libre, c'est génial, indépendant, souverain, etc. Et puis de toute façon, on aura un deal. Alors c'est marrant parce que maintenant il dit que c'est pas si grave que ça de ne pas avoir un deal, alors qu'il avait dit, mais ce serait absurde de ne pas avoir un accord. On ne peut pas imaginer, évidemment, de ne pas avoir d'accord et de ne pas être partie prenante du marché unique. Donc le Brexit, on aura ce que vous savez, l'Union européenne a beaucoup plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. Donc ils se mettront à nos pieds. C'est ça que j'appelle l'arrogance, l'orgueil, le sentiment de supériorité et l'exceptionnalisme britannique. C'était l'idée que l'Europe allait se mettre à leurs pieds, qu'ils allaient avoir tout, l'indépendance, la liberté, pas de cour de justice, pas de libre circulation, pas de contribution au budget européen et en même temps l'accès à tout. Eh bien non, un club, ça marche avec ses propres règles et ce qu'ils ont vendu était irréalisable, c'était purement du mensonge, c'était une fabrication destinée à des opportunistes qui voulaient prendre le pouvoir, ça n'avait aucune réalité intrinsèque et là en fait être un pays tiers indépendant et participer au marché unique, c'est-à-dire violer les règles du marché unique, ça ne marche pas. Mais c'était écrit depuis le départ que ça ne pouvait pas marcher parce que ce n'était pas vrai. Absolument. Alors, on comprend, vous opposez en fait il y a deux mots qui ressortent de votre analyse. Du côté européen, transparence, du côté britannique, mensonge, hélas. Et à ce propos, d'ailleurs, je pense, enfin, à titre personnel, que Johnson est celui qui incarne le mieux ceci, une forme de populisme d'inspiration césarienne, et qui montre aussi d'ailleurs la maladie qui affecte le parti dont il est issu, soit dit en passant. Et je voudrais, avant de poursuivre, vous demander votre sentiment sur le fait que ce mensonge est tel qu'en réalité, Johnson et son équipe n'ont pas l'intention de signer un accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'ils ont été pris au dépourvu. Ils n'ont vraiment, c'était la douche froide, ils n'ont pas compris, ils étaient persuadés qu'ils n'en feraient qu'une bouchée de ce monsieur Barnier, de cette Union européenne et de ce marché unique qui allait se prosterner à leurs pieds. Donc je pense qu'ils ont vraiment été surpris, ils ne s'y attendaient pas, ils ne s'attendaient pas non plus, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qu'ils avaient vendues. Et il ne faut pas négliger le fait que cette promesse irréalisable, elle a largement contribué à décider les électeurs de voter Brexit. Et d'ailleurs, on voit les sondages sont totalement inversés aujourd'hui. Les gens commencent à ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui a été vendu. C'est-à-dire que maintenant, il y a 56, le dernier sondage YouGov, il y a 56% des Britanniques qui considèrent que c'était une erreur de quitter l'Union européenne. Voilà, mais donc il y a eu tellement la force, et Johnson n'est pas du tout un imbécile, il est un campaigner, comme on dirait en anglais, enfin un propagandiste et un gagneur de campagne absolument prodigieux. Il a un enthousiasme, un optimisme fabuleux. Donc, je ne peux pas reprocher, enfin, je leur reproche parce que je trouve que c'est quand même c'est malheureux qu'ils se soient à ce point trompés dans ce référendum, sans compter ceux qui ne sont pas allés voter. Mais c'est vrai que la force de conviction de Johnson est vraiment assez admirable et la campagne des Brexiteurs était beaucoup plus entraînante et beaucoup plus enthousiasmante que celle des Remainers. Du coup, j'ai perdu le fil de votre question. La question est de savoir si vous pensez qu'au fond, ils ont véritablement l'intention de signer un accord. Est-ce qu'ils ne veulent pas en fait trouver ce qu'a dit hier d'ailleurs Johnson, un bon prétexte pour évidemment remettre la faute sur l'Union européenne et dire voilà, l'Union européenne ne veut pas négocier. Eh bien, à ce moment-là, nous allons vers les règles de l'OMC et voilà, on aura un accord
qui répondra Oui, simplement alors ben ça, à ces règles. de toute façon, je pouvais l'écrire tout de suite. J'aurais pu l'écrire, le discours de Boris Johnson, c'est de Oui, la faute de l'Union européenne. Enfin, ça, c'est évidemment c'est de la fake news répétée. C'est totalement faux. Et puis, il dit maintenant, on aura un accord à l'australienne. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'accord entre l'Union européenne et l'Australie. Enfin, il est en cours, mais il n'est pas du tout finalisé. Donc, dire, c'est une sorte de le nouveau langage, le nouveau mot de Boris Johnson pour dire j'ai tout raté, c'est on aura un accord à l'australienne, parce que c'est précisément le contraire de ce qu'il avait vendu. Lui, il avait dit on aura un deal, on sera dans le marché unique, on aura accès au marché unique de manière quasiment intégrée, etc. Donc, en fait, là, le no deal, c'est son échec. C'est la preuve, enfin, une des preuves, parce que c'est infini, de ces mensonges à répétition. Et à mon avis, il est déçu. Il est déçu. Il voulait un deal. Le deal est une meilleure situation pour tout le monde. Je dois dire que je n'imagine même pas comment on peut s'en passer. Parce qu'avec un voisin, alors tout le monde parle, on dit oui, on pourrait avoir l'accord Canada, mais ça n'a rien à voir. Le Royaume-Uni n'est pas le Canada. Le Royaume-Uni est aux portes de l'Union européenne, c'est notre voisin le plus immédiat. La géographie, ça compte dans le commerce. Enfin, on négocie toujours plus avec ses voisins les plus proches. On a une économie totalement imbriquée depuis un demi-siècle. Enfin, ça n'a rien à voir avec le Canada ou avec l'Australie. Donc, et forcément, encore une fois, je répète, c'est 47% des produits du Royaume-Uni qui étaient exportés vers oui, l'Union européenne, ça ne va pas disparaître en fumée. Et jamais les États-Unis ne vont remplacer, ou le Japon, ou ne vont remplacer le marché unique européen pour eux. Et d'ailleurs, l'autre douche froide, ça a été vis-à-vis des États-Unis, parce qu'ils avaient vendu aux Britanniques un grand accord génial avec les États-Unis, en oubliant un petit peu que les États-Unis, autant ils négocient durement avec l'Union européenne parce qu'ils sont à peu près d'égal à égal, mais quand les États-Unis, une grande puissance comme les États-Unis, négocient avec la toute petite, parce que là, pour le coup, elle devient toute petite, la Grande-Bretagne, c'est à leurs conditions. Donc, c'était avec je te vends mon poulet chloré et mes bœufs aux hormones, et puis tu manges ça. Les Britanniques, ils n'ont pas vraiment envie de manger du poulet chloré. Et c'était interdit dans l'Union européenne. Donc, ils se sont fait avoir par Trump, leur accord commercial mirifique n'a pas marché. Donc, Trump les a laissés tomber. Et puis, manque de peau, c'est a priori, Trump est mal parti pour se faire réélire, enfin tout est possible, mais si c'est Joe Biden, justement, il a été extrêmement choqué et scandalisé par les méthodes malhonnêtes de négociation des Britanniques, et il a fait savoir que jamais il n'y aurait d'accord avec un pays qui viole le droit international et qui surtout revient sur l'histoire de la frontière irlandaise, sachant que Joe Biden a des origines irlandaises et que le lobby irlandais est très fort aux États-Unis. Donc ils ont un peu perdu sur les deux tableaux avec les deux candidats. Ils sont mal partis. Mais à mon avis, donc ce deal, ils le veulent. Ils le veulent et ils sont très embêtés, les Britanniques, parce qu'ils ont tout perdu. Ils comprennent qu'ils ont totalement mésestimé l'unité de l'Union européenne, qu'ils pensaient pouvoir fragiliser très facilement. Et puis comment dire, l'affection et la force d'attachement des Européens et de tous les chefs d'État et de gouvernement européens pour ce marché unique avec les règles. Ça a été la surprise, tout à fait. C'était la surprise du chef. Donc, pour répondre à votre question, moi je pense qu'ils veulent un accord, que là, Boris Johnson essaye un dernier ultimatum, il prépare son opinion au cas où ça ne marcherait pas, mais il est bien embêté. Il a déjà des ministres comme Michael Gove qui commencent à dire non, mais on ne peut pas s'en sortir sans accord. Et à mon avis, ça n'est pas réalisable quand vous pensez qu'il y a 10 000 camions qui vont et viennent dans les deux sens chaque jour, mais Absolument. on est déjà en train de faire des garages, des parkings gigantesques. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait inquiétant, et ce qui d'ailleurs abonde dans le sens de ce que vous dites, qu'ils ont besoin d'un accord, c'est qu'ils ne sont pas prêts à un non-accord. Alors que côté européen, on l'est. Donc c'est très, très, très inquiétant. Oui, absolument. Un non-accord va leur coûter des fortunes, à nous aussi, accessoirement d'ailleurs. Tout à fait. Mais à eux, je veux dire, c'est une entreprise, ce Brexit est une entreprise masochiste. C'est totalement fascinant
de voir qu'un pays qui, en plus, dans la crise mondiale qu'on est en train d'affronter, crise sanitaire, crise économique et sociale, qui n'a pas montré encore la face, qui n'a montré que la face visible de l'iceberg, parce qu'on est vraiment loin d'être au bout de nos peines. Dieu merci, nous avons eu cet emprunt européen qui va soulager un peu cette crise. D'ailleurs, petite digression, si le Royaume-Uni n'avait pas été hors de l'Union européenne pour négocier, est-ce qu'on aurait réussi à avoir cet emprunt? Ça fait partie des bonnes choses, peut-être dans le départ des Britanniques, c'est qu'ils auraient. Je partage votre point de vue. Je pense effectivement que le plan de relance est aussi la première grande décision prise par les 27 et non pas par les 28. Exactement. Je vous propose de... pardon, on n'avait pas fini. Pardon. Pardon. Oui, non, pour dire que ce Brexit, c'est fascinant de voir que dans une crise mondiale que nous avons tous à affronter, que le Boris Johnson continue à entraîner son pays dans une espèce d'entreprise d'autodestruction totalement masochiste et folle, au nom de quoi? Simplement d'une idéologie qu'il a vendue et grâce à laquelle il ne croyait pas, parce que moi je rappelle que j'avais interviewé Boris Johnson quand il était maire de Londres en 2013 et qu'il m'avait dit droit dans les yeux, il faut être cinglé, il faudrait qu'on soit cinglé pour sortir de l'Union européenne. Donc il n'y croit absolument pas lui-même. La seule chose dont il s'est servi avec le Brexit, il sait que c'est une absurdité, mais c'est un cynique et un opportuniste, donc il s'en fiche. Simplement, c'est une idéologie qui lui a permis d'accéder au pouvoir pointe à la ligne, et à lui et à une certaine clique qui en ont fait leur miel politique. Mais c'est du masochisme. Ça en dit long effectivement sur l'opportunisme et le cynisme du personnage, même si l'idéologie, quant à elle, est bien identifiée, elle est une matrice quand même fondamentalement nationaliste. Alors, je vous propose de terminer en prenant un peu de recul vis-à-vis des événements pour essayer de nous projeter sur ce qu'il se passera de toute façon, hein, au-delà du 31 décembre, et quels seront les effets et les conséquences de ce triste épisode, à la fois pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne, essayer de comprendre un peu quelles seront les leçons à tirer. Donc c'est très large là aussi. Et je termine simplement sur une chose, puisque j'étais ravi de vous entendre parler de Barnier et de ce que moi j'appelle une méthode Barnier, qui, je l'espère, fera jurisprudence, qui est basée effectivement sur cette transparence. Et ça pourrait peut-être d'ailleurs faire partie des nombreuses conséquences de ce Brexit, parce que si toutefois elle fait vraiment jurisprudence, elle pourra affecter les institutions européennes en général, et notamment pour ce qui concerne la politique étrangère, ce qui serait à mon avis tout à fait bienvenu. Donc je vous cède la parole. Quelles conséquences et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer, que nous avons à tirer ici et de l'autre côté de la Manche de ce Brexit? Les conséquences, il y en a évidemment des négatives, elles sautent aux yeux. Hein. De toute façon, ce Brexit est une situation perdant-perdant. C'est très dommageable pour le Royaume-Uni, c'est très dommageable pour l'Union européenne. On perd énormément, à mon avis, sans les Britanniques, et on est affaibli sans eux. Maintenant, il y a aussi des effets collatéraux finalement positifs. C'est cette unité renforcée de l'Union européenne face au Brexit, le fait que les mensonges commencent à se voir, que les gens ouvrent les yeux et que le sentiment européen est plutôt renforcé depuis le Brexit. On voit qu'ils sont incapables de s'en sortir, que alors même si Boris Johnson essaie laborieusement de faire porter la responsabilité et de put the blame sur l'Union européenne, je pense que ça trompe de moins en moins de monde. Donc il y a une sorte d'unité renforcée. Le sentiment, d'ailleurs, de toute façon, le sentiment favorable à l'Union européenne a toujours été majoritaire dans tous les pays de l'Union européenne, même s'il y a une rhétorique europhobe et eurosceptique persistante, parce que c'est extrêmement commode pour les dirigeants d'entretenir la faute à l'Europe et pour une certaine partie de la population aussi de faire cette espèce de lamento. J'ai tendance à comparer, moi je compare le fantasme anti-bruxellois au fantasme du juif pour les antisémites. C'est une espèce de mal invisible comme ça qu'on s'invente et qui n'a aucune réalité en fait.
Et donc, il y a cette unité renforcée. Et puis, il y a aussi, pour le coup, pour le sujet qui m'intéresse, moi, particulièrement, qui est le populisme, ça montre, je pense, que la rhétorique populiste a un coût. Et l'élection de Trump sera extrêmement déterminante. Est-ce qu'il sera réélu ou pas réélu? C'est vrai que s'il n'est pas réélu, Johnson lui-même est en grande difficulté. Il a très très mal géré la crise du Covid, comme il le fait d'habitude en faisant des paris. Il a parié sur l'immunité collective, il a dit tout et son contraire. Enfin, euh, du coup, la Grande-Bretagne est dans la situation la plus catastrophique, a le taux de mortalité le plus fort de l'Union, des pays européens. Et puis avec en plus un coût économique, il avait fait ça pour préserver l'économie. Il se trouve que la Banque d'Angleterre prévoit une récession historique qu'ailleurs en Angleterre, en Grande-Bretagne. Donc, il a perdu sous toute la ligne, il a perdu beaucoup de crédit dans cette négociation avec le Brexit, avec l'Union européenne. Trump en a perdu aussi, et je me dis que voilà, les populistes, ils sont extrêmement bons quand ils sont charismatiques, comme c'est le cas de Trump et de Johnson. Ils sont extrêmement bons pour conquérir le pouvoir, parce que c'est les rois des promesses, c'est les rois des mensonges. Ils sont totalement bien servis par une époque, la nôtre, celle des réseaux sociaux, qui est quand même une époque malade. On l'a encore vu avec l'événement effrayant qui s'est passé en France hier sur la décapitation d'un professeur qui plaidait pour la liberté d'expression. Et c'est quand même, ce meurtre a été relayé par les réseaux sociaux. Donc on est dans une époque malade de ces médias, d'Internet, et du fait que la vérité est mise sur le même plan que le mensonge. C'est extrêmement difficile maintenant de raisonner de manière rationnelle. Et ça, c'est une aubaine magnifique pour des Donc ça pourrait populistes. participer d'une forme de reflux un peu du populisme. En tout cas, c'est votre espoir. Les deux sont possibles, mais je pense qu'il y a quand même, on voit quelques signes d'un reflux des populistes après cette espèce de vague qui était un peu inquiétante. Il y a eu cette année 2016 qui était incroyablement symptomatique. Ça a commencé par le Brexit, le référendum sur le Brexit, qui était vraiment un vote populiste, une victoire populiste. Puis il y a eu l'élection de Trump après, qui s'était inspirée de la même méthode. Il y a eu la réélection de Viktor Orban, qui est encore un cas un peu à part, mais puis après l'élection de Salvini, enfin, on avait l'impression qu'on était dans une espèce de montée. Puis Marine Le Pen, qui avait quand même fait un bon score à l'élection présidentielle française, il y a eu un moment de suspense quand même dans cette élection à rebondissement en France en 2017. Donc on était plutôt dans une espèce de vague comme ça, montante, crescendo de populistes, une espèce de virus et de mode qui gagnait les esprits. Et là, on est plutôt dans le moment de l'éveil face à cette rhétorique mensongère et irréaliste. Alors, il y a toujours, comme ça le populisme repose sur une forme de religion. Il y a par exemple, il y a à peu près 45% des électeurs américains qui, de toute façon, quoi qu'ils fassent, quels que soient ces résultats, voteront pour Trump. Pour Boris Johnson, c'est à peu près pareil. Enfin, pour le Brexit, c'est une forme de dogme, de foi, de religion, de croyance. Brexit means Brexit. Et c'est une espèce de mot qui concentre et qui fédère de manière totalement irrationnelle. Donc, il y a toujours un noyau qui continuera à se dire le Brexit, c'est la liberté, c'est notre indépendance, nous serons plus heureux, c'est une sorte de paradis, d'utopie, etc. Mais malgré tout, d'abord, il y a des indécis, il y a des électeurs plus rationnels, il y a tous ceux qui sont indécis et qui ont espéré et qui voient qu'ils ont été menés en bateau. Et là, j'ai l'impression qu'on va plutôt dans une vague contraire. Mais bon, bien. Prudence, prudence. Prudence, effectivement. Et effectivement, on ne sait toujours pas ce que Brexit means vraiment. Hein, mais Brexit means Brexit, c'était l'expression de Theresa May. Une dernière chose avant de nous quitter. Que pensez-vous de la situation de l'Écosse? Est-ce que ça ne pourrait pas faire partie des conséquences possibles? L'Écosse ayant déjà, par l'intermédiaire de sa première ministre, fait savoir qu'elle serait intéressée, qu'elle a l'intention de proposer, alors ce sera évidemment la House qui décidera, donc on imagine qu'elle dira non, mais voudrait refaire un référendum sur l'indépendance de l'Écosse.
Moi, ça fait très très longtemps, depuis 2016, que je me dis que le Brexit, c'est le Royaume des Unis. C'est la fin du Royaume-Uni, parce que Boris Johnson offre sur un plateau l'indépendance de l'Écosse à Nicola Sturgeon. Les Écossais sont très très pro-européens, ils ont voté à plus de 70% pour rester dans l'Union européenne, donc ils sont vraiment en opposition à Boris Johnson et à tous ces Brexiteurs très fermement. C'est très compliqué pour la question de l'Écosse qui pourrait être indépendante et rejoindre l'Union européenne est rendue extrêmement compliquée par le parallèle avec la Catalogne, sachant que l'Espagne est un État membre de l'Union européenne et que l'Union européenne ne peut pas, enfin, si elle donnait à l'Écosse la possibilité de rejoindre le club en divisant le Royaume-Uni, ça donnerait des idées. Je pense que le gouvernement de Madrid le verrait d'un très mauvais œil en se disant que ça crée une sorte de jurisprudence qui peut nous être fatale. Donc c'est compliqué à cause de ça, mais malgré tout, là on voit les sondages pour l'indépendance de l'Écosse ne cessent de monter. Nicola Sturgeon mise beaucoup sur les élections qui auront lieu en mai 2021. Et si elle arrive en position de force, ce qui est très possible parce elle gère plutôt bien justement cette crise, dans la manière qu'elle a de tenir tête à Londres aussi, elle est plutôt appréciée. Et si elle est renforcée au Parlement écossais aux prochaines élections, il est possible que, de toute façon, il y aura une demande des Écossais d'un nouveau référendum sur l'indépendance. Selon le poids qu'elle occupe, le poids politique, le Downing Street ne pourra pas le refuser. Et là, à mon avis, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible que l'Écosse prenne son indépendance. Qu'elle rejoigne l'Europe, ça, ce sera encore, à la limite, elle y est déjà. Donc, je ne sais pas, ça, ce sera une machinerie bruxelloise. Vous savez mieux que moi, en tant que spécialiste de ces institutions, comment ça peut. C'est extrêmement compliqué. Mais en tout cas, l'indépendance de l'Écosse, je la vois grosse comme une maison arriver, et puis suivie sans doute aussi par l'Irlande du Nord, parce que je vois bien se dessiner une réunification de l'île d'Irlande dans la mesure où le Brexit crée de fait, alors même si ça a été largement, comment dire, ils ont trouvé des tas de solutions emberlificotées pour faire une frontière de jure, de facto, une frontière qui n'en serait pas une, on met plutôt la frontière en mer du Nord et pas entre les deux Irlandes, mais enfin, de fait, ça recrée une frontière. La frontière entre les deux Irlandes devient la frontière du marché unique, enfin entre le marché unique européen et le Royaume-Uni. Donc, Je pose la question des contrôles, c'est toujours pas clair. Hein, oui, mais en plus, c'est infaisable quand on voit, je ne sais plus si c'est 300 ou 500 km de frontières avec tout en zigzag à travers les villages. Enfin, on ne peut absolument pas faire des contrôles. Donc, cette frontière est impraticable. Ça fait partie encore des choses totalement irréalistes qui ont été vendues. Elle est impraticable. Malgré tout, elle est très importante parce que ce sera l'entrée du marché unique. Alors, on a trouvé cette solution de faire l'entrée du marché unique dans la mer d'Irlande, mais du coup, ça rassemble encore plus l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc, la frontière va de fait disparaître. Et moi, je vois très bien le Royaume se désunir avec l'Écosse qui ne demande que ça et l'Irlande du Nord qui, logiquement, petit à petit, va rejoindre la République d'Irlande. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Nous verrons ce qu'il en sera. Dans 2 mois et demi, nous verrons aussi si nous avons un accord. Et donc, on retiendra, ce sera ce que vous venez de nous dire à l'instant, que certains espéraient que le Brexit produise la désunion de l'Union européenne. Ce sera peut-être au final la désunion du Royaume-Uni qui se produira. Merci Marion Van Rantaghen. Pour moi, le mot-clé, c'est masochisme. Ouais, masochisme, ok. On retient. Merci.